Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, qui est ma deuxième vidéo sur ma chaîne, Livres et sacs à dos. Je vous retrouve aujourd'hui pour une chronique de 7 livres, on va donc la faire en mode express. Je vais pas m'attarder 106 ans sur chaque livre, parce que j'en ai quelques-uns à vous présenter. On va commencer tout de suite avec Victoria Aveyard, avec son Red Queen, le tome 1, que nous avons lu en lecture commune avec Célie Book et tous ses invités à la lecture commune. Ça a été un véritable régal de partager vraiment ses impressions avec ce groupe de filles qui étaient vraiment charmantes, adorables. Et j'ai vraiment adoré cette expérience-là. En revanche, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est la lecture de Red Queen, parce que je suis pas vraiment le lectorat cible de ce genre de lecture. Ici, on s'adresse à un lectorat beaucoup plus jeune que moi, sans vouloir vous dévoiler mon âge. Et on retrouve une jeune fille qui s'appelle Mare Barrow, qui a 17 ans, et qui va être, malgré elle, confrontée à de véritables intrigues de cour. Elle s'y attendait pas du tout, parce que la pauvre, elle est née dans une fraction de la population où il vaut mieux ne pas naître, si vous voulez. Parce qu'effectivement, ici, Victoria Aveyard aborde le thème de la discrimination raciale, tout simplement, au travers du fait qu'il y a des personnes qui ont un sang rouge, qui vont être traitées comme des moins que rien, qui vont être lâchées pour faire la guerre et qui vont devoir travailler durement pour enrichir les riches, eux qui ont le sang argenté. Du coup, cette jeune femme va se retrouver au milieu d'intrigues de cour, mais je vous dis pas comment. Et il va s'agir aussi d'un triangle amoureux avec des princes. Voilà, donc bon, moi je suis pas trop la cible. Après, il y a des choses que j'ai trouvées assez bien foutues dans ce roman, il y a des choses que j'ai trouvées un peu moins bien faites. Victoria Aveyard à un moment dit, voilà, toutes ces personnes ont les yeux rivés devant un écran, on dirait qu'ils sont absorbés par ce qui est dit dans ces informations. Moi, en tant que rouge, en tant que sang rouge, je pourrais pas regarder la télé autant d'heures sans devenir ma boule. Voilà, donc c'est un peu des raccourcis assez faciles en fait, et il y a beaucoup de raccourcis assez faciles aussi dans ce roman-là. Mais bon, ça se lit quand même, c'est assez agréable, et je pense que je continuerai la lecture, mais juste parce qu'on le fait en groupe, et parce que c'est super sympa. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce roman-là. Je suis pas le lectorat cible, mais en tout cas ça a été une super expérience de lecture, grâce à Célie Book et sa merveilleuse initiative. On va continuer avec les carnets de Lovecraft, le tome 1 Dagon, qui est sorti chez Brajlon. C'est un récit très court, néanmoins un texte intégral de H.P. Lovecraft, qui ici parle de la créature mythique Dagon. Alors, je vais pas vous faire l'affront de vous montrer à quoi elle ressemble, sinon vous risquez d'avoir peur et de devenir fou. En tout cas, ce que j'ai apprécié, c'est les dessins, c'est vraiment merveilleusement bien fait, le coup de crayon est sublime. J'ai adoré les dessins qui représentent les paysages, je trouve que ça met tout de suite dans l'ambiance de Lovecraft, donc c'était une relativement bonne lecture. Maintenant, je pense pas que ce soit un achat indispensable, à moins que vous soyez vraiment un fan de Lovecraft, comme c'est mon cas. J'adore aussi les jeux de rôle qui ont été adaptés de l'univers de Lovecraft, qui s'appelle l'Appel de Cthulhu. Voilà, donc ça c'est moi après. On va enchaîner avec Le Point Zéro de Seishu Matsumoto aux éditions 10-18. On est au Japon dans les années 50. Une jeune femme a été mariée à un homme qu'elle ne connaît pas. Elle va très vite en tomber amoureuse, mais il s'avère que cet homme-là est assez énigmatique. Il doit faire un déplacement professionnel, mais il disparaît, au lieu de se présenter là où il devait se présenter. Cette femme, qui s'est donc attachée relativement vite à cet homme-là, va essayer de le rechercher avec l'aide de collègues de son mari et aussi avec l'aide de policiers ou de détectives, je ne me rappelle plus. Ce roman est assez classique, il a une trame relativement classique. L'auteur dissémine des indices pour que vous puissiez essayer de rechercher ce qui s'est passé également. Moi j'ai trouvé que cette œuvre, il était assez difficile de rentrer dedans, peut-être parce que je connais pas assez la culture japonaise. J'ai trouvé aussi que la femme était excessivement soumise et elle était très peu active pendant toute la première partie de l'enquête. Elle le devient un peu plus vers la fin du roman, mais pour moi c'était trop tard, j'ai eu du mal à rentrer dans cette œuvre-là, malheureusement. Cependant, si vous êtes un fan du Japon, si vous êtes un fan de la culture japonaise, des paysages, des descriptions de paysages, si vous connaissez les différentes villes, les différents lieux, vous avez déjà voyagé au Japon, ça peut peut-être énormément vous intéresser. Pour ma part, ça a été une lecture assez mitigée qui va certainement pas rester longtemps dans ma mémoire. On enchaîne avec Métro 2033 de Dmitri Glukovski. Moi qui adore la science-fiction, je ne pouvais pas passer à côté de cet ouvrage qui a reçu de nombreux prix. C'est une trilogie. On suit le jeune Artyom
qui évolue dans les couloirs du métro comme les seuls survivants, en tout cas de son pays, hein, puisque les moscovites en Russie ont réussi à se terrer dans les couloirs du métro lorsque la guerre nucléaire a éclaté. L'air est irrespirable et il y a des créatures mutantes qui peuplent la surface, qui essayent de rentrer dans le métro pour dézinguer les humains. Du coup, ces derniers se sont organisés en factions, en groupes et squattent en fait les différentes stations du métro. En revanche, les couloirs du métro sont noirs et extrêmement dangereux. Artyom évolue dans une des stations qui est encore relativement neutre politiquement parlant. Il a perdu sa famille, il a été sauvé in extremis de la mort lorsqu'il était petit et il a été élevé par un homme qu'il considère comme son père. Il va faire une rencontre assez intéressante d'un homme qui va demander à Artyom de porter un message et de traverser pour cela les différentes stations du métro. Il va s'en suivre donc des aventures. Artyom va évoluer vers une espèce de quête initiatique. Il va apprendre à se découvrir, déjà en traversant ces couloirs du métro qui sont excessivement dangereux, et ensuite en découvrant, en faisant la connaissance des différentes factions, des différents groupes d'humains, la manière dont ils se sont organisés, et les messages politiques, religieux, philosophiques qui vont essayer de lui délivrer. C'est ça qui est vraiment très très intéressant dans l'œuvre de Dmitri Glukovsky. Moi, pour ma part, j'ai aussi énormément aimé la manière dont Dmitri Glukovsky nous plonge dans une ambiance plombante, extrêmement anxiogène. Vous allez vraiment avoir peur dans les couloirs du métro, le moindre bruit, le moindre chuchotement, le moindre bruissement qui arrive, vous savez pas de quel côté il arrive et vous êtes plongé dans une angoisse. Moi vraiment j'ai passé des soirées vraiment avoir peur de ce qui va arriver à Artyom. La fin est fabuleuse, il faut continuer à lire cette saga. Je pense que quand vous avez fini de lire Métro 2033, vous n'avez qu'une envie, c'est de continuer, parce qu'il se passe quelque chose absolument d'extraordinaire à la fin, et ça nous en apprend beaucoup aussi sur l'humanité. C'est donc vraiment une lecture que je vous conseille 1000 fois, j'ai trouvé que c'était excellent, et je vais continuer la saga, c'est certain. Allez, on continue, on a vraiment, là on arrive dans le très 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 bon. Allez, je vais vous présenter un livre de Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Donc là on est dans les éditions livres de poche, c'est un roman, je sais pas si on peut le faire entrer dans la catégorie feel good, mais en tout cas il va vous faire vivre et passer par différents sentiments. Un jeune garçon, Émile, a Alzheimer précoce, et il va décider, sans en parler à sa famille ni à ses amis, de partir pour l'aventure. Il va pour cela chercher un compagnon pour l'accompagner dans son ultime voyage. Il décide de vivre de nouvelles aventures, d'avoir de nouvelles expériences, de ressentir, de toucher, de vivre la vie à 1000% avant malheureusement de mourir parce que cela va être inévitable. Il fait la rencontre d'une jeune femme qui va l'accompagner. Au début, les relations sont vraiment assez froides. La jeune femme parle très peu, on ne sait pas trop ce qu'elle recherche. Et puis alors après, ça vous pète à la gueule. Vous vous rendez compte à quel point ils ont des points communs. Les relations qu'ils vont entretenir sont fabuleuses. Melissa d'Acosta a vraiment signé ici un roman très émouvant, très bien écrit, très très bien amené. Malgré quelques longueurs, j'ai trouvé ça vraiment sublime. Vous allez voyager forcément avec ces deux jeunes protagonistes qui font aussi des rencontres, qui se rapprochent. Et, voilà, c'est un roman sur l'amitié, sur les vraies valeurs, sur la mort, l'accompagnement vers la mort, la maladie, le chagrin, la tristesse, voilà, ça vous pète à la gueule. Vraiment, j'ai adoré. C'est un roman, c'est pratiquement un coup de cœur, hein. Vraiment, je suis passée par 1000 états d'âme en lisant ce livre et je vous le conseille 1000 fois. Je pense que c'est un roman très abordable que je recommande à tout le monde, à la terre entière. Vraiment, lisez-le, c'est formidable. Que vous ayez 15 ans, 20 ans ou 88 ans, lisez-le, c'est magistral. Et si vous rencontriez le diable en personne, qu'est-ce que vous feriez? Ici, Emmanuel Paul, dans Le Prince de ce monde, aux éditions Finitude, parle de la rencontre d'une femme, une femme mariée, avec un homme qu'elle rencontre en soirée, un homme qui représente pour elle l'archétype de l'homme charmant, séduisant, intéressant, cultivé, intelligent, qui exerce une attraction sur elle, une attraction ultime.
Elle va nous parler donc de sa rencontre avec lui, de l'évolution de leur rapport. Petit à petit, la relation avec cet homme va devenir très toxique. Et au travers de divers chapitres, qui commencent tous par un des péchés capitaux, elle va sombrer petit à petit dans la folie, dans l'obscurité, elle va se perdre et les malheurs vont s'enchaîner autour d'elle. Est-ce que c'est lui qui est responsable de ces maux? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est le monde qui s'écroule autour d'elle? Est-ce que c'est tout simplement elle qui est en train de s'écrouler, de perdre la raison et de sombrer complètement dans la folie? C'est un récit qui a été une excellente lecture pour moi, vraiment. J'ai été happée par ce récit, ça se lit très très vite, c'est assez court, hein, mais je vous le conseille vraiment parce qu'il parle de la figure du pervers narcissique d'une manière dont j'ai rarement entendu parler. Je vous le conseille 1000 fois, ça a été vraiment une super lecture. C'est d'une intelligence, c'est super bien fait, l'écriture est très belle, très simple mais très belle. La lecture suivante que je vais vous présenter, c'est Alabama 1963, écrit à 4 mains par Ludovic Manchette et Christian Niemiec. C'est paru aux éditions Cherche Midi. Il s'agit d'un roman de la rentrée littéraire 2020 qui parle de la discrimination raciale aux États-Unis. Il s'agit d'un roman policier puisqu'ici nous avons affaire à un détective complètement raté, paumé, alcoolique et raciste, je tiens à le dire, qui s'appelle Bud, qui va engager une femme de ménage noire, laquelle va être préoccupée par les affaires sur lesquelles ce détective semble se pencher, puisque des jeunes filles, des fillettes noires disparaissent les unes après les autres, et on les retrouve très rapidement voilà, dans un très sale état. Elles ont été violées, elles ont été massacrées. Bud est un des rares blancs qui va se préoccuper du sort de ces fillettes. J'ai adoré ce récit, j'ai adoré. Alors il faut dire que ces deux messieurs, ce sont des scénaristes, donc les dialogues dans ce roman sont extrêmement présents. Ça se lit du coup très vite. Il y a une véritable dynamique dans ce roman. Vous pouvez très bien vous représenter les scènes. Les personnages sont hyper bien ficelés. Adela, cette femme de ménage, c'est une femme qui est extrêmement courageuse. Elle élève ses 2 enfants seule, avec un homme à la maison qui est aussi un mec très toxique. Elle va donc aider Bud à résoudre ses enquêtes. Ils vont former un duo mais génial. Moi j'ai adoré ce récit, vraiment, j'ai surkiffé. Moi qui adore les livres policiers, là ça m'a complètement changé. L'espoir, c'est vraiment le maître mot de ce roman. Tout est fait d'espoir. Les enfants d'Adela lui donnent de l'espoir pour des jours meilleurs, pour changer la situation, pour changer les choses. De la même manière, cet homme, à sa façon, beaucoup plus voilà, rude, rustique, il va aussi aider à faire bouger les choses. Cette relation qui va se nouer entre eux, elle est sublime. La fin, elle est poignante. La discrimination, elle a fait ravage à cette époque-là. La discrimination dans les bus, le travail qu'on donnait à faire aux personnes de couleur, l'absence totale de traitement, de respect. Et après, bah, tout est une question de cas par cas, hein. Il y a une scène en particulier que je trouve très poignante et très représentative de cette époque-là. C'est lorsque Adela sort le chien de Bud, c'est une chienne je crois, et celle-ci va courir dans l'herbe et c'est écrit White Only, seulement pour les blancs. Et Adela, elle est en galère parce qu'elle est noire et elle ne peut pas aller chercher le chien. Et elle appelle le chien qui la regarde comme ça, qui s'en fout, parce que lui il comprend pas. Pour moi ça a été une des scènes les plus poignantes de ce roman. Mais vraiment je vous invite grandement à le lire, sinon attendez la version poche. Waouh, quelle excellente lecture, j'ai surkiffé, j'aimerais lire plus de polars comme ça. Moi sur ce je vous abandonne pour aujourd'hui, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux updates lecture, et je vous souhaite une excellente fin de journée quoi. Allez, à bientôt, à plus, ciao.